Mais je vais quand même essayer de comprendre tout ça. Tu vas nous parler de FlexRox, c'est ça? Moi, je parle de ce qu'on en me gros. dit, hein, je m'adapte. T'as ton oreillette, c'est bon? On te souffle? De quoi? Non? Non? Mais bon courage quand même. À tout à l'heure. Bonjour. Ah ouais, alors, voilà. Bonjour. Je m'appelle Raphaël. Et je vois pas grand-chose. Je vais vous parler de Flexbox. Donc, question d'échauffement pour savoir à qui j'ai affaire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas du tout entendu parler de Flexbox, qui lèvent la main? Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu parler de CSS? Ça va être vachement plus dur quand même. Donc, on va parler de CSS et donc des modules Flexbox, qui est un module CSS3, qui est forcément super bien. Alors, je m'appelle Raphaël. Je suis alsacien, je fais du web et j'ai créé la communauté Elsa Création il y a quelques années maintenant. Donc, c'est un forum, c'est un service d'emploi, c'est des tutoriels gratuitement, tout ça. Elsa Création est devenue une agence web, donc on fait des sites web aussi, et puis on fait des formations. Et accessoirement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup CSS. Donc ceux qui n'ont pas entendu parler de CSS, ce sera vraiment difficile. Quand j'ai du temps, j'écris des bouquins sur CSS. Voilà. Ah, merde. Ah, oups. Je ne l'avais pas vu. Et comme j'aime beaucoup Flexbox, dont je vais vous parler, il se trouve que je suis en train d'écrire un bouquin sur Flexbox, qui va sortir en début 2016, normalement. Voilà, pour la petite présentation. Alors, Flexbox, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Flexbox, c'est un module de positionnement CSS3 qui va, grosso modo, permettre de faire 4 fonctionnalités essentielles qui étaient jusque-là pénibles, pour ne pas dire un gros mot, en CSS. Flexbox va permettre de gérer tout ce qui est distribution, c'est-à-dire l'axe d'affichage vertical, horizontal. Flexbox va aussi gérer tout ce qui est ordre des éléments, ordre d'affichage. On va pouvoir déplacer des éléments visuellement. Flexbox va également servir à aligner les éléments dans tous les sens, donc bien sûr du centrage, et bien sûr du centrage vertical, entre autres. Et Flexbox, comme son nom l'indique, va permettre de rendre des éléments fluides. Donc tout ça en un seul module. La question, bien évidemment, qui fâche est celle de la compatibilité. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'en servir en production? La réponse étant officiellement oui, statistiquement en tout cas. Statistiquement, en France, vous avez 97% de chances d'avoir un visiteur qui a un navigateur qui reconnaît Flexbox. Donc aujourd'hui, c'est compatible depuis des tout vieux Android, par exemple. Grosso modo, aujourd'hui, le seul écueil encore, c'est IE inférieur à 10. Qui, bien sûr, plus personne n'utilise des versions antérieures à IE 10, on est bien d'accord. Autre question, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Flexbox est un standard ou est-ce que c'est un truc totalement farfelu? La réponse est plus ou moins. C'est plus ou moins standard dans la mesure où c'est au niveau de candidat de recommandation depuis 2012, donc un petit bout de temps maintenant. Sauf que, en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça a été rétrogradé en 2014 au stade précédent, au stade de brouillon. Parce qu'en fait, les éditeurs de spec ont envie de refaire quelques petites modifs mineures, des modifications de texte en gros. On peut considérer que c'est plutôt stable. Alors comment ça marche? C'est très simple. Prenez un élément, genre un div ou n'importe quoi qui serait en display block, qu'on appellerait parent. Mettons-y des enfants, donc eux-mêmes en display block.
Donc l'affichage par défaut est plus ou moins celui-là. Et modifions la valeur du parent avec la valeur displayFlex. Il se passe ça. Alors, les illustrations sont faites en grande partie par ma fille, dont je suis très fier. Et des fois, c'est pas forcément tout à fait en rapport avec le sujet, mais là, pour le coup, ça va. Donc, displayFlex sur le parent, les enfants s'affichent tout à coup les uns à côté des autres. Ça reste des blocs. Et plus précisément, on va raisonner maintenant en flex items et en flex container. Le parent, celui qui a un display flex, est devenu un flex container et ses enfants deviennent des flex items. Un flex item n'est plus du tout considéré comme un bloc, ni même un inline block, ni même plein de choses. Il y a plein de propriétés qui ne s'appliquent plus, dont float. Seules certaines propriétés s'appliquent encore sur des flex items. En même temps, on n'aura plus besoin de float quand on fera du flexbox, donc tout va bien. Donc premier des 4 grands thèmes gérés par Flexbox, celui de la distribution, donc l'axe d'affichage. La distribution est gérée par la propriété FlexDirection. Par défaut, comme vous avez remarqué, l'affichage est horizontal dans un contexte de FlexItem. C'est exactement comme si j'avais écrit FlexDirection row. Donc par défaut, l'axe principal est horizontal. On peut modifier cette valeur. J'ai un petit délai en fait. Ou pas? Je vais changer de place en fait. Désolé. On peut changer cette valeur, on peut inverser l'ordre en choisissant la valeur row reverse. C'est tout nouveau, c'est rigolo. Rien à voir avec le chanteur connu qui s'appelle aussi Reverse. Et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement avec ça? Eh bien, c'est très simple. Prenez ce genre de bloc média avec une illustration, une image et du contenu. Mon parent est en display flex, les enfants s'affichent donc les uns à côté des autres, et je peux tout simplement inverser l'ordre d'affichage avec un flex direction row reverse. Tout bêtement, sans avoir à s'amuser à mettre des floats left, right, machin. Avec un flex direction column, l'axe passe en vertical, donc l'axe principal devient vertical, et il existe bien évidemment la propriété pour inverser en colonne, donc column reverse. Toujours dans ce thème de direction, on a la gestion de tout ce qui déborde. Par défaut, les éléments débordent de leurs parents quand ils sont trop grands, ce qui est le cas habituel. La propriété pour gérer ça s'appelle, sans trop de surprise, FlexWrap. La valeur par défaut est en noWrap. En la passant à wrap, l'élément a le droit de passer à la ligne, voire de passer à la ligne dans le sens inverse, avec wrap reverse. Alors si vous êtes très motivé, vous utiliserez ça un jour, mais je n'ai pas encore trouvé vraiment l'utilité aujourd'hui, mais ils ont dû se dire que c'est cool, on va mettre ça dans les specs, comme ça on couvre tout ce qui est possible. Alors à chaque fin de thème, je vous ai mis une célèbre citation que vous trouverez bien évidemment nulle part et qui conclut le thème. Donc ça, on a parcouru le thème de la distribution. On attaque celui de l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est de pouvoir réordonner les éléments visuellement, sans toucher bien sûr à l'ordre HTML au DOM. L'ordonnancement, là aussi, la propriété est assez intuitive, c'est order. Donc je prends ma disposition verticale en flex direction column et je vais jouer avec la propriété order pour réordonner les éléments comme j'ai envie. Je passe oignon en order 1. Order 1, ça veut dire qu'il a plus que 0.
La valeur par défaut d'order étant 0, ceux qui ont plus que 0 s'affichent après ceux qui ont 0. C'est une sorte de z-index en fait, mais dans une seule dimension. Donc order 1, tous ceux qui ont 1 auront plus et s'afficheront à la fin. On peut mettre des valeurs négatives, donc rien ne vous empêche de mettre un order moins 1 pour passer un élément avant les autres, ou des éléments avant les autres. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, et donc ça agit comme une pondération, comme z-index. Et ça, c'est plutôt bien pratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire vite fait avec ça? Prenez une to-do list, une liste de choses à faire ou pas faire, avec des choses plus ou moins importantes. Order permettrait, en une ou deux lignes de CSS, de réordonner cette to-do list en distinguant les éléments importants, en les classant au départ, et en distinguant les éléments déjà faits et en les positionnant à la fin, tout simplement. Donc moins 1 pour dire vous allez avant les autres, et 1 pour dire vous allez après les autres. Donc voilà pour la propriété order. On passe à la troisième fonctionnalité importante, l'alignement. Alors là, ça va tout de suite être un peu plus compliqué puisque ça va dépendre de l'axe principal que vous aurez établi avec la propriété FlexDirection, c'est ça. Donc selon votre axe principal, défini avec FlexDirection, la propriété qui va gérer l'alignement dans cet axe principal est JustifyContent. C'est déjà vachement moins intuitif que Order, surtout que dans l'autre axe, elle s'appellera complètement autrement. Donc JustifyContent va gérer tout ce qui est axe principal. Voici mon FlexContainer. Donc mon FlexContainer dit que mon axe principal est en colonne. Donc vous en déduisez que JustifyContent va aligner ce qui est vertical. Merci. Effectivement, JustifyContent avec la valeur FlexEnd va pousser les éléments tout en bas de l'axe. Vous aurez deviné que la valeur par défaut est FlexStart. Et vous allez bien évidemment me poser une question qui n'est pas con du tout, c'est pourquoi FlexEnd n'est pas Bottom? C'est pas con. Mais en même temps, votre axe principal n'est pas forcément vertical. Si votre axe principal est horizontal, JustifyContent va aligner dans le sens horizontal. Et faire un bottom dans le sens horizontal, c'est déjà un peu moins pertinent. Il faut toujours se souvenir que Flexbox marche dans les deux sens. Center, la fameuse valeur pour centrer verticalement, ce sera center, tout bêtement. Ça, on l'a attendu depuis 15 ans en CSS, peut-être, ce genre de choses. Voilà, JustifyContent Center, tout bêtement. Et puis, on a des variantes plus rigolotes. Space Between, par exemple. Space Between qui va répartir les éléments de sorte à ce que le premier soit en premier, le dernier tout à la fin, et il distribue l'espace libre entre les éléments. Une sorte de justification, en fait. Et on a un peu plus tordu encore, Space Around, qui est comme ça. On passe à l'axe secondaire. L'axe secondaire, c'est celui donc, qui n'est pas principal. L'axe secondaire est géré avec une propriété qui ne s'appelle pas du tout JustifyContent, mais AlignItems. Il y aura un quiz à la fin, faudra bien retenir. Alors, voici mon FlexContainer. Mon axe principal étant vertical, mon axe secondaire est donc horizontal. AlignItems va donc s'intéresser à l'alignement horizontal. La valeur FlexStart va pousser à gauche. La valeur FlexEnd va pousser à droite. Center va centrer. Et Stretch va étirer les éléments pour qu'ils occupent toute la surface, toute la largeur restante. Stretch est accessoirement la valeur par défaut de AlignItems. Et les spécifications ont prévu des propriétés particulières pour gérer des alignements
qui ne seraient pas ceux de la majorité. La propriété align self. Align self permet de dire à un ou plusieurs éléments, bah vous ne faites pas comme les autres, vous êtes en flex end, par exemple. Donc on peut s'amuser à appliquer des alignements différents à un peu tout le monde, en centrant des éléments, en laissant stretch d'autres éléments, en positionnant en droite certains éléments, etc., etc. Qui est beaucoup plus simple à faire qu'avec avec ce qu'on faisait avant, en fait. Donc voilà pour la partie concernant les alignements. En parlant de margin auto, je pense que ceux qui ont déjà fait des CSS, vous avez déjà eu très envie de centrer verticalement et horizontalement avec margin auto. Et ça ne marche pas, ça marche que horizontalement. Alors en parlant de marge, toujours, d'autres petites particularités très intéressantes de Flexbox, c'est qu'on peut faire plein de choses avec des marges automatiques. Prenons des éléments flex item qui s'affichent les uns à côté des autres et imaginons que le dernier a un margin left auto. Et bien, il va tout simplement se pousser sur sa droite en répartissant l'espace restant à sa gauche. Ça, aujourd'hui, pour faire un truc comme ça, aussi bête que ça, on est obligé de mettre Picombière en premier, de le mettre en float right et de bidouiller comme ça. Alors que là, il suffit de les garder dans le bon ordre et de mettre un margin left auto pour le pousser à sa droite. On peut bien entendu pousser un groupe d'éléments en mettant un margin left auto sur l'un des éléments. Ça a l'air très con comme ça, mais c'est vachement pratique. Et comme FlexDirection fonctionne dans les deux sens, comme Flexbox fonctionne dans les deux sens, ce qu'on fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre sens. Imaginez qu'un footer, je vais mettre tout bêtement un margin top auto. Il va se pousser en bas, tout bêtement. Parce que c'est fait pour ça. Et si on veut aller plus loin, on peut se souvenir que Flexbox est bidirectionnel. Et que du coup, margin auto fonctionne dans les deux sens. Ça, c'est quand même l'aboutissement de 15 ou 20 années de CSS où margin auto n'a jamais marché, où on voulait centrer facilement un truc verticalement. Et ça y est, on l'a enfin. Ça s'appelle Flexbox. Le truc le plus con du monde, margin auto, ça fonctionne enfin. Alors, dernier point de Flexbox, ça ne s'appelle pas Flexbox pour rien. On peut gérer tout ce qui est flexibilité avec des propriétés qui s'appellent FlexRow, FlexShrink et FlexBasis. Je prends un élément qui est censé faire 200 pixels et qui est un flex item. FlexGrow permet à cet élément de s'agrandir s'il y a de l'espace disponible. Si je lui donne une valeur de 1, par exemple, il va être tout seul à pouvoir s'agrandir, donc il va se répartir à lui tout seul l'espace disponible. Et il ne fera pas 200 pixels, il fera l'espace qui reste. L'espace disponible, en tout cas. Voilà pour FlexGrow, grosso modo. FlexShrink, c'est l'inverse, c'est la capacité à se réduire si l'espace disponible est négatif. J'ai toujours un élément qui est censé faire 200 pixels, mais je vais l'autoriser à se rétracter au besoin avec un FlexShrink, par exemple de la valeur de 1. Et FlexBasis, c'est un peu plus tordu. C'est grosso modo la taille que doit avoir l'élément avant qu'il soit agrandi ou rétréci, s'il dispose des propriétés FlexShrink ou FlexGrow. Grosso modo, en fait, FlexBasis, c'est 8 dans la largeur et c'est 8 dans la hauteur, selon votre axe. Si je définis un FlexBasis de 200, mais que j'autorise l'élément à s'agrandir, il va s'agrandir, s'il y a de l'espace disponible. Et vous avez une propriété qui s'appelle Flex, qui est tout simplement la propriété raccourcie de FlexGrow, donc la capacité à s'agrandir,
et de FlexShrink, la capacité à se contracter, et la propriété FlexBasis, qui est grosso modo la taille avant qu'il se rétracte ou qu'il ne s'élargisse. Je vous ai mis les valeurs par défaut. Donc si j'écris flex 1 par exemple, c'est comme si j'écrivais flex 1 espace 0%. Grosso modo, un flex 1, l'élément a le droit de s'agrandir, l'élément a le droit de se rétrécir, et sa taille par défaut est 0. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut décider que certains éléments doivent occuper l'espace restant, que ce soit en hauteur ou en largeur. Ici, oignon, on lui dit tout simplement tu as le droit de t'agrandir dans l'axe vertical. Flex 1, tout simplement. Alors, plusieurs éléments peuvent être flexibles. Et ça fonctionne comme une pondération, c'est-à-dire que deux éléments qui ont une valeur de flex 1 vont se répartir à eux deux l'espace restant. Là, en l'occurrence, ils feront exactement 50% chacun de l'espace restant. Et on peut choisir des valeurs différentes. Par exemple, je veux que tomate occupe 2/3 de oignon. Il aura un flex 2 et oignon aura un flex 1. Alors, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser sur des navigations. Imaginez une navigation en flexbox où tous les éléments par défaut auraient un facteur de grossissement de 1 et celui que je survole, un facteur de grossissement de 2. Hop, au survol, ça grandit. Les autres se réduisent puisque par défaut, les flex items ont un flex shrink positif, donc ont le droit de se réduire. Donc il n'y a rien d'autre à faire que ça. Voilà pour la partie flexibilité. En gros, voir si vous avez bien retenu, les 4 fonctionnalités de Flexbox, on a distribution, on a l'ordonnancement, on a l'alignement, on a la flexibilité. Distribution qui est gérée par FlexDirection. L'ordonnancement qui passe par Order. L'alignement dépend de l'axe. Ce sera Justify Content pour l'axe principal, ce sera Align Items pour l'axe secondaire et Justify Self pour les éléments qui vont s'aligner indépendamment des autres. Et la flexibilité passe par Flex, qui est une propriété raccourcie de FlexGrow, FlexShrink et FlexBasis. Si je vous demande maintenant de faire un truc compliqué de manière simple en Flexbox, c'est-à-dire un template. Genre ça. Le fameux Holy Grail, le truc compliqué à faire en général. L'idée, c'est que, bien évidemment, le header, le footer doivent être respectivement tout en haut de la page, tout en bas de la page, même quand j'ai pas beaucoup de contenu. Je veux que nav et content aient la même hauteur. Et je veux, tant qu'à faire, que content occupe aussi la largeur qui reste. Donc tout fluide. Et qui occupe toute la hauteur de mon viewport. Alors comment je peux faire ça? Imaginez que mon conteneur global soit body et que j'ai un conteneur qui englobe nav et content. Alors déjà, qu'est-ce que je peux faire pour que l'ensemble occupe toute la hauteur de mon viewport? On va s'amuser soit avec la vieille méthode à mettre des 8 100% sur body, mais ça ne suffit pas parce que les 100% ça se rapporte aux parents et le parent n'a pas 100%. Donc on va devoir mettre un 8 100% sur HTML, etc. etc. Aujourd'hui, on peut s'affranchir de ça en utilisant des unités de viewport. Ce sont des unités CSS3 qui sont plus ou moins pas mal reconnues du tout. Et si je dis qu'une hauteur doit faire 100 VH, VH signifie viewport 8, donc la hauteur du viewport, et 100 VH dit tout simplement je veux que mon élément fasse 100% de la hauteur de mon viewport. Plus besoin de s'amuser à remonter toute la branche en mettant des 8 100%.
Ça marche depuis IE9 quand même, hein. Donc commencez à vous renseigner sur ce genre d'unité. Alors je ne dis pas que ça marche sans bug partout, mais ça marche un peu, au moins. Je vous invite à ne jamais mettre de 8, mais plutôt des min 8. Tout simplement, s'il y a plus de contenu, pour éviter que ce contenu ne déborde, puisque 8 étant figé, on ne met jamais de 8. Donc voilà, l'échauffement c'est ça. Mon body occupe toute la hauteur de mon viewport. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon pied de page soit en bas et que mon wrapper occupe toute la surface disponible. Pour que mon wrapper occupe toute la surface disponible, je vais être très tenté de lui mettre un flex 1. Pour que je mette un flex 1 sur wrapper, il faut que son parent soit un flex container. Donc en gros, que son parent body devienne un display flex. Display flex sur body, je m'assure que l'axe est bien horizontal, vertical, parce que sinon il est horizontal. Et à partir de là, j'ai ce qu'il faut pour me permettre un flex 1 sur wrapper. Voilà, on a wrapper qui occupe l'espace disponible en hauteur. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux que nav et content soient l'un à côté de l'autre, occupent tant qu'à faire la même hauteur. Alors c'est tout simple. Il suffit de dire que wrapper est lui-même un flex container. Donc en l'affublant d'un display flex. Display flex sur wrapper, ces enfants deviennent automatiquement des flex items, s'affichent les uns à côté des autres. Par défaut, occupent la même hauteur, puisque l'alignement dans l'axe secondaire, donc ici vertical, est géré par align items dont la valeur est par défaut stretch. Donc on a besoin de rien faire d'autre. Et on finit en beauté en disant que content doit tout simplement être lui-même flex pour occuper l'espace qui reste. Ça, avant, c'était compliqué. Et le truc encore plus drôle, c'est que pour rendre ça responsive, donc sur petit écran, on pourrait éventuellement se contenter de juste changer une valeur, de casser la propriété flex de wrapper en la changeant en bloc. Donc ces enfants ne sont plus des flex items, ils s'affichent comme des blocs habituels. Et si on est joueur et qu'on veut inverser les éléments quand même, par exemple si on veut mettre nav à la fin, on reste en flex sur wrapper, on lui indique juste qu'on veut une direction verticale, et on inverse l'ordre de navigation en le poussant à la fin. Pour le responsive, Flexbox, c'est juste une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est ma fille. Ici. Alors, ce qu'elle a sur les fesses, c'est un soleil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau aussi? On peut faire des navigations responsives, par exemple. Je prends un site au hasard. Imaginez donc navigation sur petit écran. On a une liste de liens à propos blog, labo, contact. Cette même navigation, le but étant de la redesigner donc sur un écran de taille intermédiaire. On retrouve à propos blog, labo, contact. Et hop, hop, hop. Et encore différemment sur un écran de grande taille. Donc l'idée, c'est de partir d'un HTML de ce type-là, avec un élément nav, avec le titre qui deviendra les deux lettres RG, et sur petit écran, il y aura marqué Raphaël Gutter, et puis les liens de navigation, tout simplement. Donc par défaut, ma navigation, on va partir des petits écrans. En mobile first, ça va être plus pratique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On a juste à dire que donc, sur petit écran, donc, là j'ai choisi une fenêtre de moins de 480 pixels. Les liens s'affichent verticalement en display block, tout simplement, avec un peu de padding, texte décoration, couleur, enfin des trucs de base. Et
Et quoi? Et hop. Sur grand écran, on va dire au minimum 1025 pixels. Alors on les style un peu différemment, et puis on passe en display flex. En display flex, les éléments s'affichent automatiquement, les flex items, horizontalement, ce qui nous arrange plutôt pas mal. On peut centrer le tout dans l'axe principal avec Justify Content Center. On peut centrer le tout dans l'axe vertical avec Align Item Center pour obtenir ça. Et puis on peut s'amuser à remodeler l'ordre d'affichage. Là ici j'ai utilisé un sélecteur de type nth of type -n+2. C'est pas forcément intuitif pour tout le monde, mais l'idée c'est de cibler les éléments de type A qui sont les deux premiers, avec -n+2. Et je leur indique un order -1. Ils vont s'afficher donc avant le titre, avant le gros truc RG. Ça, c'est des vieux sélecteurs en fait, qui fonctionnent depuis IE9 inclus. Il y a plein de trucs en CSS qui est utilisable aujourd'hui. Donc voilà ma navigation sur grand écran. Et sur écran intermédiaire, c'est pas très compliqué. J'ai fait un media query intermédiaire. J'autorise le passage à la ligne avec un flex wrap. Et je dis que mon titre doit occuper 100% de large, doit repasser en premier, et que les liens doivent occuper 50% de large. Donc rien de très compliqué en fait. Et voilà. Donc voilà pour les exemples. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que Flexbox est une révolution? Vous doutez que j'ai envie de dire ouais. Je suis persuadé que qu'on va, dans les mois, les années, s'il le faut, à venir, complètement laisser tomber tout ce qui est bidouille avec float, clearfix, machin, des table cells, des display name blocks pour positionner des éléments, parce que c'est juste pas fait pour ça, et qu'on commence à avoir des modules qui fonctionnent et qui sont faits pour ça, et qu'on peut utiliser en production. Donc oui, c'est une révolution pour ça. On a enfin des CSS qui marchent. Une autre question qui en découle, est-ce que c'est le futur du positionnement? Et bien là, la réponse n'est pas forcément ouais, mais pas loin. Un deuxième module devient très intéressant, c'est Grid Layout. Alors c'est deux modules différents qui ont des objectifs différents et qui donc par définition ne servent pas à la même chose. Grid Layout est prévu pour faire des templates, pour faire des gabarits, pour faire des layouts, comme son nom l'indique. Et il est super bien fichu pour ça. Son seul problème est qu'actuellement, il n'est pas extrêmement compatible. Il n'y a que IE qui reconnaît ces modules sans flag, sans artifice. Donc il n'y a qu'un seul navigateur en vrai qui reconnaît ces modules, mais ça va bientôt changer. Flexbox, lui, par contre, il est plutôt prévu et conçu pour tout ce qui est à l'intérieur du layout, donc les modules, les widgets, et ce genre de choses pour les rendre flexibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de design et de layout en Flexbox, c'est juste qu'on pourra mieux faire avec Grid Layout. Est-ce qu'on peut l'utiliser en prod? J'ai déjà répondu plus ou moins, la réponse est oui. Oui, mais comme tous les modules CSS3, il y a des fois des préfixes, il y a des fois des bugs, comme tout CSS en général d'ailleurs. Et il y a des choses qui permettent de se prémunir de tout ça, de préfixes. Par exemple, un super outil qui est Autopréfixeur. Si vous ne connaissez pas Autopréfixeur, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment vous renseigner, c'est un super outil qui va rajouter des préfixes intelligemment et juste quand il y en a besoin. Et de plus en plus de sites, voire de gros sites, commencent à utiliser du Flexbox. Le Guardian, par exemple, Bootstrap est passé en Flexbox, Foundation aussi. Enfin, de plus en plus de frameworks passent en Flexbox parce que c'est juste plus simple. Alors, il m'en reste... je vous fais juste quelques petites démos. Normalement, vite fait. On voit quelque chose? Ouais.
Ce genre de démo là, tout simplement, derrière, dans le HTML, on a... J'aurais dû préparer ça un peu avant. Alors moi, HTML, c'est simplement une liste de liens. Je ne sais pas si on voit très bien. Des liens qui mènent vers des PDF, des docs, des XL, des machins, des bidules, donc un ordre complètement aléatoire que je rassemble avec cette fameuse propriété order. Oups. Propriété order que j'applique quelque part sur mes éléments. Alors avec des animations, des trucs comme ça, en plus. Et voilà. Donc je cible mes éléments dont le href se termine par .doc. Hop, je les passe en premier. Je cible les éléments qui se terminent par XLS, je les passe en deuxième, etc. etc. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Faire des lignes de conduite, ce genre de choses. En Flexbox, c'est extrêmement facile. On a ici un tableau, un bête tableau avec des TH et des TD. Oh. L'idée, c'est de dire que mon TD devient un parent Flexbox qui doit occuper toute la largeur et que je génère un élément, un pseudo-élément avec un before de contenu qui ne m'intéresse pas forcément, qui va être décoré par une ligne, par une bordure, et qui lui sera un flex 1 pour occuper l'espace qui reste, tout simplement. Et un dernier pour la route. Une galerie photo, une input. Ouais, celui-là. Certainement le truc le plus pénible, toujours pour ne pas dire de gros mots, les inputs. Les inputs, c'est certainement le truc le plus pénible à styler en CSS, parce qu'ils n'ont jamais la taille qu'on veut. La taille, par défaut, d'un input, c'est celle qu'il a envie d'avoir. C'est jamais l'espace qui reste. Et bien évidemment, si vous leur mettez une largeur de 100%, il va passer à la ligne. Donc on se retrouve tout le temps avec des inputs de taille 94,77%. Alors que là, le principe est de dire mes inputs sont, où ça? Ici. Je ne sais pas si on voit bien. Oups. Je cible les inputs qui ne sont pas l'input de type submit et je leur dis vous avez le droit d'être flexible. Flexible dans le sens où ils vont s'agrandir s'il y a de la place. Et c'est exactement ce que je veux, tout bêtement. Voilà pour les démos. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec. Quelques ressources pour finir. Alors une ressource historique, un des premiers à s'être intéressé à ça et en avoir fait un showcase, c'est Philip Walton, qui s'est amusé à prendre tous les trucs un petit peu enquiquinants, des sticky footers, des holy grail, des centrages verticales, la technique pour les inputs, et qui s'est amusé à résoudre ça en fait en une ligne de CSS en général avec Flexbox. Donc ça s'appelle Solved by Flexbox. Il y a un Tumblr dont je suis l'auteur, parce que déjà Tumblr c'est cool, et un Tumblr qui s'appelle Jack in the Flexbox, où je mets plein d'exemples concrets de choses qu'on peut faire avec Flexbox, donc ceux que je vous ai montrés par exemple. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Il y a un bac à sable qui s'appelle Flexiboxes, où vous pouvez vous amuser à tripoter des éléments, à leur changer leur valeur, et vous verrez ce que ça donne en live. Il y a un super article qui est assez récent, qui s'appelle « Le petit Flexbox illustré » de Vincent Valentin, qui, comme son nom l'indique, explique Flexbox, et en plus avec des illustrations. Et c'est super bien expliqué.
Et accessoirement, chez nous, dans notre agence, on a développé notre petit framework, entre guillemets, qui est bien évidemment basé sur Flexbox et qu'on utilise en production pour nos clients. Ça s'appelle Knaxes, ou Knax, comme vous voulez. Et puis, comme je vous ai dit, Flexbox n'est pas exempt de bugs. Il y a Philippe Walton qui s'amuse à les regrouper. Donc, il y a une page qui s'appelle Flexbugs sur GitHub, et vous trouverez la plupart des bugs connus et résolus, tant qu'à faire, de Flexbox. Alors, sans trop de surprise, la plupart des bugs concernent Internet Explorer. Et voilà. Donc voilà pour cette présentation de Flexbox. Accessoirement, pour terminer, chez Elsa Création, on fait des formations et moi je donne les formations CSS et responsive chez Elsa Création, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Il y a des questions. Merci Raphaël pour cette bonne conférence. J'avais une question à propos des images. C'est bien. Est-ce que le redimensionnement des images se fait correctement avec Flexbox? Ça dépend. Merci. Alors, ça dépend. Si le navigateur respecte les spécifications ou pas. Ce qui est le cas aujourd'hui de Firefox. Donc, du coup, c'est chiant sur Firefox, parce que le principe d'un flex item est qu'il doit respecter sa dimension de contenu, par défaut au minimum. Donc, si tu mets une image à l'intérieur, ton flex item doit occuper l'image du contenu. C'est le contenu qui décide, en gros. Donc même si je ne sais pas si je réponds à la question, mais même si tu dis que l'image doit avoir un width 100% ou un max width 100%, c'est sa taille intrinsèque qui prévaut. Donc si elle fait 640 pixels large, elle fera quand même 640 pixels large, et c'est elle qui imposera sa taille à son parent. Donc c'est un peu pénible, mais c'est juste parce que Firefox respecte le standard. Donc il faut éventuellement imposer une dimension aux parents, et dans ce cas-là, c'est bon, l'image respectera cette dimension. Si le parent n'a pas de dimension explicite, l'image va lui imposer la sienne. C'était ça la question? Ouais. Bonjour Raphaël. Ici. Bonjour. Moi j'ai une double question, c'est que avec cette apparition, je me suis dit chouette, je vais l'utiliser partout. Il ne faut pas l'utiliser partout déjà, c'est pas fait pour. Oui, mais ça on le sait qu'une fois qu'on l'a fait. Donc il y avait cette notion de jusqu'où aller, parce que en termes d'impression par le navigateur, on a quand même des grosses lacunes si on s'en sert beaucoup. Et comme c'est pratique, on a envie de s'en servir beaucoup. Et deuxième chose, moi j'ai un gros problème par exemple sur Android Browser, c'est que n'est pas supportée la valeur qui permet le retour à la ligne. FlexWrap, si à partir d'Android 4.3. Voilà, mais les versions inférieures, non. Ouais. Et il faut quand même les prendre en compte. Toi peut-être, oui. Voilà, et du coup, exactement. Mais le problème, c'est que ça implique un certain nombre de problèmes qui remettent vraiment en cause les fondements du layout. Du coup, si jamais on a un problème de support, est-ce que tu as est-ce que j'assure le service après-vente un trick, ouais, c'est presque ça. Ouais. Bah, le trick, c'est le lien que je vous ai donné avant. Franchement, ce genre d'information là pour FlexWrap qui n'est pas supporté par les vieux Android, vous avez cette information-là, ici, et comment la contourner en général. Aujourd'hui, franchement, mon conseil il est très très simple. Si tu me dis que tu as besoin de compatibilité IE9 ou de compatibilité Android 4.2, 3, j'ai envie de
te dire attends avant d'utiliser Flexbox. Ne t'embête pas à essayer de faire des alternatives en float pour certains et du Flexbox pour les autres. Je ne le conseille pas. Honnêtement, si tu as des contraintes de compatibilité, c'est pas le moment encore alors pour Flexbox. Oui, je suis désolé, il n'y a pas de meilleure réponse parce que tu vas t'embêter. J'avais fait l'impasse, mais c'est le problème des réseaux sociaux qui ouvrent sur le navigateur natif. C'était pour ça, entre autres. Oui, ouais. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser Flexbox si derrière tu sais que tu as une compatibilité IE9 à avoir par exemple. Ça confirme ce que je pensais. Merci. Et je te confirme qu'il ne faut pas le mettre partout non plus, mais c'est pas parce que c'est super cool qu'il faut le mettre partout, même si tu as envie. Là. C'est peut-être juste pour compléter, parce que moi j'ai utilisé du coup juste un petit peu pour vraiment là où on veut centrer une navigation, quelque chose comme ça. Et pour la compatibilité IE9, c'est simple du coup avec un float left ou display inline block. Si on veut faire juste une petite utilisation. Le gros intérêt d'un fallback en float, c'est que l'avantage, c'est que si Flexbox est reconnu, un flex item ne peut pas être flottant. Donc elle est de toute façon ignorée, cette propriété. Et donc si on peut remplacer par du float, ça marche très bien. Ouais. Mais c'est plus dégradation gracieuse. Voilà. Je me permets un petit complément parce que j'ai eu cette erreur, ce bug. Si on utilise des before ou after sur le flex parent, ça devient des flex items. Voilà, ne pas l'oublier. Tous les éléments enfants d'un flex container deviennent des flex items, même des pseudo-éléments. Ouais. Et du coup, il y a un moyen dans le parent de redéfinir un flex item en pas flex item ou pas? Le redéfinir, non. Mais si tu veux, par exemple, que tes pseudo-éléments ne t'embêtent pas, tu peux leur mettre un flex basis de 0 ou des trucs comme ça pour qu'ils n'apparaissent pas. Mais ça restera des flex items. Quoique DisplayNone fonctionne aussi, en fait. Moi j'avais une question assez simple en fait, c'était les flex items justement, leur propriété de display, elle a quelle valeur implicite Figure-toi que je me suis jamais posé la question du computer. Je crois qu'il reste des blocs, s'ils sont des blocs au départ, même s'ils s'affichent comme des flex items. Tu es juste dans un autre modèle d'affichage, quoi. Tu n'es plus dans le modèle d'affichage standard, tu es comme quand tu mets un parent en display table, les enfants deviennent ils héritent du contexte table. Là c'est pareil. Je pense que la valeur computed c'est toujours bloc, mais ils s'affichent quand même les uns à côté des autres. Plus de questions ?